Je dois avouer que je tombe bien. C'est quand même. Je crois que c'est pas la peine de présenter Donatien Laurent, tout le monde le connaît, ancien directeur du centre CRBC, c'est Centre Breton, et ethnologue qui s'était beaucoup connaître par ses recherches sur le bassin de Braille, bien sûr, c'est comme ça que tout le monde le connaît, mais bien d'autres recherches sur la tradition orale de Bretagne qui a été menée par Donatien. Il a aussi pour particularité importante pour ce jour, d'avoir fréquenté les personnes à qui on rend hommage aujourd'hui, Marcel Repart, Stéphie et Jean Plumeur, dans des moments très importants de l'évolution de notre culture, et notamment de notre culture haute-cornouaillette, puisque c'est de ça dont sera question. Se retrouver soit à Paris, soit à Brest, aussi bien dans le cadre de ce milieu de sonneurs de coupe ou de chanteurs en Aliscan, que du bagage comme à Brest-Saint-Marc, où on a eu l'occasion d'avoir de connaître une sorte de laboratoire aussi de la musique, de la musique de bagage. Ça, on aura l'occasion de leur reparler tous ensemble dans la journée. J'ai été sollicité par l'invitation du matin sur le 9 et de musique en armorique pour préparer une conférence débat. J'ai tout de suite pensé, puisqu'il s'agissait du Fusnose à Donatien, mais comme on ne sait pas que le Fusnose en soi c'est un sujet de débat, en me plaçant sur le terrain de l'ethnologie, je me suis demandé si on ne pouvait pas essayer de travailler sur les notions de rupture, de continuité dans le temps, voire même de revivalisme. Surtout, là je dois l'avouer, parce que ce terme, cette expression nous a souvent été reproché ces derniers temps dans certains milieux, voire vénères, comme si notre culture venait de rien. C'était évidemment l'emploi au sens péjoratif du revivalisme, on va voir que ce n'est pas forcément ça. Alors, en introduction très très générale, Donatien concentre, comme on l'a prévu, son exposé sur une approche de l'identité haute-cornouaillenne, celle de la gavotte. Une démarche immersive dans le revivalisme de réveil, c'est la quête des conditions optimales de perpétuation et de transmission d'une âme qui, dans sa mouvance, demeure à la fois surprenante et reconnaissable par ses caractères propres et surtout par son style. Et le style, c'est pour moi l'indéfinissable. Alors, je continuerai par quelques mots. Ce sont des mots de sonneurs de couple, de chanteurs de condadiscan. Une culture populaire, voire minoritaire, elle est faite de normes impalpables, non dictées. Et ces normes d'une culture donc, sont le plus souvent inconscientes. On ne peut les transmettre par simple explication. Alors ces normes, je dirais qu'elles sont des codes qui sont ressentis et non explicités. C'est encore le sonneur de couple qui parle. Ce qui veut dire que puisqu'il y a des codes, la dynamique d'une culture s'exprime à partir d'un cadre structurant. Et la possession de cette boussole intérieure, est une des conditions nécessaires à la navigation de créateurs assurant le renouvellement d'une culture qui garde bon an mal an ses identifiants. En d'autres termes, je veux dire que si on évolue dans une culture, mais qu'à partir d'un moment, on s'est tellement ouvert à l'extérieur, pour reprendre encore les Strauss, qu'on perd ses identifiants, on ne sait plus trop à quoi servira donc de se réclamer d'une forme de culture de vie. La comprendre et de pouvoir la ressentir. Une culture minoritaire peut alors faire l'objet d'humanisme, habillé d'humanisme limite, par des créationnistes sociétaux qui sont bien souvent des généralistes de passage.
pense qu'on a eu souvent l'occasion de le remarquer dans nos études. Alors pour finir, je pense un peu à Michel Treyer qui est dans cette salle, là, qui a écrit un certain nombre de livres qui m'ont beaucoup influencé. Et je placerai là le dogmatisme dans le sens de la continuité avec comme principe la résurgence. Jacques Essias se considère comme inéluctable. Il le traduit de la manière suivante, je voulais le citer aujourd'hui et lui rendre hommage aussi parce qu'on ne fait pas assez, cet homme qui, comme Marcel Repars, comme papa, comme Donatien, comme d'autres qui sont ici, a beaucoup travaillé à ce qu'on comprenne et ressente cette culture qu'elle est l'autre. Et voici ce qu'il dit dans le Cheval d'Orgueil. Une civilisation ne meurt jamais tout entière, elle continue d'alimenter en profondeur, comme une eau souterraine, les générations qui succèdent à son apparente mort, et elle ressurgit, tôt ou tard, en source libre ou en fontaine canalisée. Je pense aussi qu'on pourrait toucher à ce que Paul Ricoeur, un grand philosophe breton, appelle l'énigme insurmontable de la présence de l'absent intérieur ou antérieur. C'est ce que Michel Treyer pourra peut-être développer quand on sera dans le débat. Alors, après quelques considérations généralistes, on va placer le débat maintenant sur la Cornouaille, comme on l'avait prévu, pour traiter des sujets de rupture et de continuité, en prenant sans doute, par exemple, ce qui s'est passé dans une période qui se situe autour des années 50, 60, voire 70, avec quelques acteurs qui sont ici dans cette salle et qui viendront tout à l'heure, après que Donatien aura parlé, participer en tant que grand témoin à notre conférence débat. Je laisse la parole à monsieur l'ethnologue véritable qui est Donatien. Merci. N'en jette pas trop. Oui, donc le sujet que j'avais compris, une continuité en haute Cornouaille. Et en fait, c'est vrai que je l'ai accepté parce que je voulais proposer une réflexion à Georges, mon ami Georges, que j'ai bien connu à Paris autrefois. Mais ce n'est pas mon thème habituel de recherche. J'ai beaucoup travaillé sur ces problèmes de violence, alors que moi, ce n'était pas le sort de mes recherches. Bien que sa thèse à Jean-Michel Bucher date du début des années 60, il a quand même apporté une réflexion que je connais bien, mais que je ne prétends pas justement vous présenter. Vous pourrez vous porter à tout ce qu'il a écrit. Je veux bien essayer de parler, mais ne vous attendez pas à une conférence d'un expert, parce que je ne suis pas sur ce sujet en tout cas. Et il est vrai que j'ai fréquenté et couru du Festelose dans les années 50-60. C'est chez les paysans qu'il fallait chercher le sentiment le plus vif de la tradition. Les formes les plus anciennes de la danse, les façons les plus anciennes d'en user. La danse traditionnelle avait d'ailleurs autrefois un public beaucoup plus large que celui que nous avons connu dans notre siècle, même au début du siècle pour les plus anciens d'entre nous. Et il y avait aussi, ce qu'on ne sait plus maintenant, un public citadin au début, qui pratiquait à l'occasion la danse traditionnelle. Je me rappelle avoir vu, je crois que c'était à l'Esnivin, il y a l'an dernier, je crois, une photo d'une noce campagnale. Il y avait la noce des gens, des bourgeois, et puis la noce campagnale. Et dans la noce campagnale, on voyait quand même se mêler justement des gens à chapeau de forme, qui étaient manifestement des bourgeois, mais ils participaient de la même danse, ils étaient capables de nous user de cette danse. Donc un public beaucoup plus large que le public paysan qui est le seul maintenant à l'avoir conservé. Dans cette petite ville bretonne, c'est Guilcher qui dit ça, une part importante de la population, artisans, commerçants, ouvriers, pratiquaient la danse traditionnelle, sans pour autant tout ignorer de la mode parisienne qui arrivait justement, la mode ancienne ou la mode récente. Et il n'était pas rare que la bourgeoisie se mêle justement à ces artisans, paysans, pour faire ça. Donc il y avait une espèce de culture, il y avait une culture partagée, ce qui n'existe plus maintenant, depuis longtemps, entre justement ces couches
supérieure, si on peut dire, qui était empruntable de la bourgeoisie, et la culture de masse de tout le monde. Le grand côté s'appuie sur les monts d'Arrée au nord et les montagnes noires au sud. Je pense que je vous raconte tout ça, et j'ai l'impression, quand je suis arrivé ici, j'ai l'impression que j'avais préparé quelque chose pour des gens qui ne sont pas aussi au courant que vous l'êtes. Je pense que tout ce que je dis dans ce dossier, c'est des choses qui vous sont familières et que j'ai vraiment mal axé ma préparation. Toujours est-il que ce qui est important de savoir, cette haute Cornouaille s'insère dans un grand cathédrale et qui ne dépassait pas l'âne moderne à l'ouest, et à l'est s'arrêtait à Melpistilien, Plougarnevel, pour passer dans le pays du Fange. Vers le nord, au contraire, la ronde cornouaillenne, je parle un peu de la danse puisque c'est le festival, justement, c'est l'occasion de pratiquer cette danse. Vers le nord, au contraire, la ronde cornouaillenne gagnait du terrain aux dépens du répertoire trégorrois en déclin depuis longtemps. Le domaine de la Gavotte de Haute-Cornouaille apparaît comme un pays de tradition remarquablement stable, c'est ça qui est important, et le terme Gavotte, d'ailleurs, donc le terme Gavotte, qui est passé en breton évidemment, Gavotte, les plus anciens des informateurs de Georges Kilcher disaient qu'il l'avait vu arriver, mais ce n'était pas le terme local. Et ce terme recouvrait l'ancien danse-trou. C'est essentiellement une danse chantée, habituellement par deux des danseurs qui alternent selon des règles établies. La danse ne commence que lorsqu'un nombre minimum de débutants est réuni. On commence par chanter, on a les paroles, d'abord les noms, etc. Les premières paroles viennent, mais on n'a pas commencé la danse, et c'est seulement quand les gens sont là et que le rythme s'installe qu'on commence la danse. Pour Jean-Michel Dilcher, qui les oppose aux danses de mariage, où se réunissent des gens de communes d'âge et de milieux très différents, ce sont les danses de la vie privée qui sont les plus intéressantes. Ça, c'est intéressant parce qu'on va voir, vous allez voir tout à l'heure, que ces gavottes en chaîne fermée, en fait, dont la meilleure expression est en Haute-Cornouaille, c'est pour ça que j'en parle, a une très vaste aire de répétition, a eu une très vaste aire de répétition, dont la Haute-Cornouaille reste, la Cornouaille et la Haute-Cornouaille reste vraiment un endroit où on peut la reconnaître, la voir, alors que partout ailleurs, cette danse qui est bien connue, on a dans le plus ancien recueil de danse français, en fait, de Toine Noirbeau, un recueil ancien, 1588, c'est le plus ancien recueil de danse populaire de France, et à ce moment-là, Toine Noirbeau, parlant de cette ronde fermée, dit que c'est, pour lui-même, c'est ce que nos pères, dit-il en 1588, c'est ce que nos pères faisaient. Or, cette danse, qui pour lui était déjà archaïque, est toujours la danse d'Haute-Cornouaille. Et on va voir tout à l'heure qu'en fait, elle s'étend depuis, donc elle a toute sa place en Haute-Cornouaille, et on va la retrouver à l'autre bout de l'Europe, souvent. Moi, je l'ai vu d'abord danser aux îles Féroé. On a une danse qui est tout à fait identique. Ça m'est arrivé voyant ça, de rentrer dans la danse et de me trouver tout à fait à l'aise parmi ces gens des îles Féroé qui se demandaient vous avez appris. Ce n'est pas du tout les mêmes airs de danse, le rythme est un peu différent, mais c'est des structures analogues. Et en somme, aussi bien ici en Bretagne qu'à l'autre bout de l'Europe, on a les restes d'une ancienne danse, extrêmement ancienne certainement, qui a couvert autrefois toute cette grande ère géographique. Les danseurs et les chanteurs n'étaient plus vraiment dans le monde réel, tellement ils étaient habités
par leur pratique. J'ai eu la chance d'être admis dans ces milieux, moi qui n'en suis pas du tout originaire, et pas du tout membre, grâce en particulier à Josette Froger de Spézet, Yvette Henry, la femme de l'année Henry, et à son oncle qui m'avait emmené à d'une soirée à Calotu, en Spézet, qui pour moi est absolument mémorable parce que aussi bien du côté du chant et de la danse à l'intérieur de la ferme, car dans une famille, on sentait ce que cette danse, qui donc remonte à une antiquité très grande, puisqu'on la trouve dans toute cette grande ère européenne, comment elle avait en Bretagne, là, dans cette région de Haute-Cornouailles, elle avait conservé toute sa puissance d'évocation, et ce qui est curieux, justement, je pense que ceux qui s'intéressent à la danse bretonne se rendent bien compte que, alors que d'autres danses plus, comment dire, éventuellement plus évoluées ou plus diverses, finalement n'ont pas tenu, je parle des danses bretonnes, la gavotte est peut-être celle à la fois la plus ancienne et celle qui reste le plus en faveur auprès même des jeunes. On vit aux habitudes anciennes, mais finalement, ensuite, il y a eu vraiment une rupture complète, et à ce moment-là, création du sac celtique à partir de 48 environ, 1848, création du sac celtique et changement finalement de mentalité, d'organisation, ça n'est plus la même chose. Tant que la culture populaire a été une réalité vécue et vivante, et Dieu sait si elle était justement vivante, on ne s'y est pas intéressé, écrit Yvon Michel, fils de Jean-Pierre Michel. L'intérêt est venu de ce qu'on la voyait menacée et à terme condamnée. Mais ce n'est pas le revivalisme en lui-même qu'il faut critiquer, ce sont plutôt les théories fumeuses et les idées reçues, trop souvent mises en avant par le mouvement revivaliste stricto sensu, auquel Lyon faisait allusion tout à l'heure. Là encore, il ne faut pas généraliser, ni mettre toutes les expériences sur le même plan. Ici, en Bretagne bretonnante, où une vraie culture traditionnelle en matière de chant et de danse s'est prolongée et a vécu plus longtemps qu'ailleurs en France, les exemples sont encore tout proches. On peut voir encore, je pense que tous ceux qui s'y intéressent ont pu voir encore vraiment des gens qui dansaient dans les mêmes occasions. Pour eux, l'important c'est qu'ils dansent pour eux, ils ne dansent pas comme justement dans les sacs celtiques, on danse pour se produire, pour se montrer. Alors que là, ce dont je parle, moi, cette vraie danse, moi, ça c'est très important, c'est une danse qu'on danse pour le plaisir de la danser, et pas du tout pour se montrer, pour recevoir des félicitations. Description analysée de ce que tu as pu voir, ce que tu as vu, c'est que ça existait. C'est déjà bien. Je voulais juste signaler, avant que vous preniez la parole, que tu as bien aussi avoué, comme le fait Yvon Michel, mais d'une autre manière peut-être, hein, le fils de l'autre, hein, Jean-Michel, ouais, qui avait eu rupture il y a 14, quand même notre guerre. Mais c'est vrai que dans l'analyse de Guichard que tu reprends aussi, c'est dans le cadre du changement total de société et l'expression corporelle liée à la vie de tous les jours, liée aussi à une certaine forme d'exclusivité. On a été obligé de tout refaire, il y a eu une continuité. Est-ce que cette rupture, vous l'avez vraiment ressentie? La continuité peut-être, mais il y a surtout ce que j'ai ressenti, moi, dans mon vécu, comme on dit, hein, c'est d'une part la négation identitaire qu'il y avait dans les gens de ma génération à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était net. Hein. Leurs parents, qui étaient nés
aux environs de 1870 jusqu'à 1900, ils étaient les détenteurs du patrimoine. Et leurs enfants n'en voulaient pas. C'était leur héritage, mais eux, ils n'en voulaient pas. Voilà, donc là, il y a eu... on a failli tout perdre, à mon sens, quoi. Si ce n'est que quelques-uns qui étaient un petit peu des originaux, si on peut dire, ont sauté sur l'occasion et ça mérite d'être sauvé. Mais il y avait aussi la politique du gouvernement. Le gouvernement oui, était contre tout ce qui était breton à l'époque. Oui, mais ça, c'est une autre chose. Mais c'est deux choses qui ont, disons, qui se sont rejointes pour essayer de faire que les Bretons deviennent des Français comme les autres. Voilà. En fait, ça, c'est un autre problème, ça. Moi, j'ai gardé en mémoire, et ça m'a frappé, la négation identitaire des gens de ma génération qui avaient honte de leurs parents. Et je veux parler, par exemple, de la vieille Catherine Gouerne, qui s'est révélée être une bête de scène, finalement. Hein. Et ben, son fils, un de ses enfants, je ne sais pas combien il en avait, mais un de ses enfants ne supportait pas de la voir devenir une vedette de la chanson bretonne. Et il est venu chez elle un jour, il lui a parlé en français, alors que manifestement elle parlait très mal le français, elle le comprenait, mais elle ne pouvait pas s'expliquer en français, et je ne dirais pas les insanités qu'il lui a dit. Il a traité de tous les noms parce qu'elle faisait quelque chose que lui avait renié. Voilà donc la situation que j'ai connue, moi, après la guerre. Vous avez honte, quoi? Ben, la honte, la négation identitaire, ça a été mis en évidence par les ethnologues, les historiens. C'était le cas typique de notre génération. Je ne sais pas si tu as la même idée que moi, mais c'était un peu ça, hein. Pour nous tous. Oui, mais... Moi, un degré moindre quand même chez nous. Quoi. Ah, peut-être, oui. Mais alors, c'était dans les campagnes. J'ai un exemple encore, mais qui est complètement caricatural, celui-là. Un de mes camarades qui a fait son service militaire en 1947, quand il est revenu, je lui ai demandé alors ça a été, il dit oui, mes copains n'ont même pas su que j'étais breton. Voilà, ça donne une idée du sentiment des gens de ma génération. Relémont, je ne sais pas. Oui. Le terme est incorrect. Là, je sors un peu du sujet, mais c'est sa faute. Mes parents, ils parlaient, enfin pas mes parents, mes grands-parents parlaient de Danstro. Mais je sais qu'ils parlaient de Danstro. Et le mot gavotte est apparu avec... J'ai eu la chance de participer à l'éphémère résurgence des festonnances pendant le nombre de festonnances que j'ai fait, il n'y en a pas beaucoup, hein, une dizaine. Et là, je reviens sur ce que disait Donatien. Il y a vraiment trois choses dans la danse. Il y a, il y a une hiérarchie là-dedans. Il y a d'abord, c'est une histoire qu'on raconte. Et donc, à chaque fois, c'est renouvelé. Et ces gens-là, ils écoutent une histoire qui est racontée sur un thème musical, et d'abord le texte. Et donc, je dis que la danse que nous pratiquons ici a été façonnée de lignes mélodiques de l'air qui a des accents forts et faibles. Donc, ça donne ce qu'on appelle un style. Toi, tu viens de dire, je t'ai noté là, le style, c'est quelque chose d'indéfinissable. En musique, peut-être, mais quand on prend l'ensemble de la danse, c'est-à-dire le texte, la musique et le pas, moi, je trouve que lorsque tout le monde est bien accordé, le style, ça se voit, il y a la tenue du corps, les gens, je vous dis, ça passe tenir. C'est le fait de... Qu'est-ce que je dirais encore J'improvise au fur et à mesure d'après ce que vous avez dit. Hein. Moi, je pense qu'on pourrait dire aussi que, en grande partie, c'est les cercles celtiques extérieurs à la Bretagne qui ont osé faire redémarrer la danse bretonne. Oui, la musique et la danse bretonne. C'est Paris, c'est Angers, où j'étais moi personnellement en 45-47. Et puis, pour vous dire, nous étions en première au collège ensemble, tous les trois. Et je venais de Brest à l'invitation de Mais ce que tu dis est exact. Sur le raffinement que n'avait pas, je ne sais pas pourquoi on disait ça. On revient au point. C'est pas l'ambition, mon cher Marcel, parce que je reviens à l'idée qui a été évoquée par Donatien, qui nous dit que ça paraît un peu bizarre, mais attention, c'est pas tout. Maintenant, dans les Magadous, on parle d'une montagne. C'est plus une gavotte de la montagne, c'est une montagne. Mais ça, c'est l'évolution normale de linguistique. Chacun c'est aussi. Et chez vous, c'est ouvert, mais pour la Ah oui, j'allais venir parce que c'est la première rupture dont nous allons parler. Et plus on va vers la côte,
Et plus on subit de la violence extérieure. Éric Boudin est dans son couple. C'est un cortège. Nuance, vous n'êtes pas plus sauvage, vous êtes plus primitif, c'est pas pareil. Bon alors, Des sobriquets dont chaque paroisse, toutefois, a soudé les paroisses voisines, ça c'est phénoménal. Hein. Et je dis ça, on n'est plus près de tolérer. Mais j'en reviens au cercle celtique, je dis que deux mots, puisque l'occasion est là. Je pense que les cercles celtiques, c'est pas leur faute, hein, mais ils pourraient conserver. Donc, un cercle celtique, ça devrait commencer par ça, trouver le style précis de leur danse préférée et en faire une démonstration sur scène. Manifestement, de son produit point, la danse est fermée. Et puis tout d'un coup, dans la danse, il y a un individu qui dit non, 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 moi je suis un crack, il casse la danse et il fait. Je sais pas de quoi. Il casse la danse. Tes mots, hein. Oui. Pas d'interdiction, mais des modèles. Pas d'interdiction, mais des modèles. Oui. C'est ce que tu dis. Hein. Oui. Tu dis, et de l'expérience, que ceux qui ne sont pas encore assez... ce qui est important, c'est que chacun va essayer, je reprends tes phrases, tes mimiques, en disant, tiens, on va regarder le pied de quelqu'un qui nous semble être, dans un concours, par exemple, un concours plus en plus marqué, qui donnait de l'ouverture, et au sens propre d'ailleurs, et de l'évolution. Donc elle était fermée à l'origine. Je sais pas, je me tourne vers... Est-ce qu'elle était fermée au début? C'est ouvert là? Oui. Ah ouais. Tu n'as jamais été fermé? Non. Ah ouais, bah, et il faut dire, ouais, c'est que c'était pas n'importe qui se mettait en tête. Hein. Oui, mais... Et les deux chanteurs qui étaient dans, la danse, hein, bon, ils prenaient la 3e, 4e ou 5e place. Parce que, intelligemment, notre femme, c'était pas possible. Pour les chanteurs, c'était pas possible. Oui, ils sont 4 ou 6, etc. Elle est ouverte à ce moment-là. C'est pas du tout... mais on finit par, quand on est un nombre suffisant, on ferme la chaîne pour progresser. Ce qui veut dire que la danse... Il y a autre chose qui me revient là, de ce que tu as dit. Je reprends la parole. Les dialogues chantés dans les chants le matin. Ce que tu dis là, j'ai un témoignage chez moi de François Mine qui raconte, c'est enregistré, il prenait plaisir à chanter, il habitait à la mine Napoléon, qui est sur une hauteur, il chantait le matin très tôt, et c'était François-Louis Glan de Lorgnon, qui était joué notre but. Entre les deux, il y avait un grand vallon. Et j'ai calculé la distance sur une carte, la plus grande carte, 2,5 km. Qui était à 3 km du jour, on entendait la musique. Oui. C'est là aussi. Donc, lorsque le temps est clair, le matin, la voix et le son s'apportent dans un faubourg de Quimper. Donc là, c'était les gens de la campagne de Quimper qui étaient bien habités dans la ville, quoi. Et ben, on leur a jeté des cailloux. Et ils me racontaient ça chaque fois que je les rencontrais. Cette chose qui n'a pas été là à l'ordre du jour aujourd'hui, cette cassure, elle était nette, elle était importante et elle a... Avec Yvon Palamour qui est là, hein, qui était dans cette mouvance, Alain Buet aussi, si je me trompe, René Henry, dont la femme a fait connaître des merveilles de l'ancien squelette. C'est quoi l'esprit déjà? Le service militaire. Ah, d'accord. Yann Potard a formé, contribué à former. Alors, Donatien, parce que papa ne dit pas, mais c'était quoi la caractéristique de Serge Javadao? Qu'est-ce qu'il avait de différent? C'était quoi qui vous... Par rapport à l'amour? Oui, on aimerait bien entendre. Il y a des anciens là. J'ai connu... Le coquille, tous les cercles qu'on